Est-ce que, pour la raison d'État, j'ai le droit de commettre un certain nombre d'actes? Et est-ce que je peux le faire face à ma propre conscience et à ma propre morale? On a décidé à l'époque de monter un service d'exécution que j'ai appelé tout de suite Murder Incorporated. On a le droit de commettre toutes les turpitudes à condition de ne pas se faire prendre. C'est ça la grande morale. Un service de renseignement ne peut pas être dirigé comme un service ordinaire. En mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République. Les services de renseignement ne voient pas d'un très bon œil l'arrivée des socialistes au pouvoir. L'entrée de ministres communistes au gouvernement n'arrange rien. En ces années de guerre froide, même les alliés fidèles de la France, comme les États-Unis, se cabrent et s'interrogent sur la fidélité de la France et de son gouvernement socialo-communiste. Le numéro 2 américain à l'Élysée, George Bush, vice-président, a déjeuné aujourd'hui avec François Mitterrand. Justement, la présence de ministres communistes au gouvernement français a été l'un des premiers sujets de discussion avec François Mitterrand. Our European allies are sovereign nations, and the decision on how they are governed rests with their citizens and with their elected representatives. However, the position of the United States on the subject of communist participation in the governments of our allies is well known. François Mitterrand doit gérer cette crise avec les États-Unis. Il ne le sait pas encore, mais son service de contre-espionnage va venir à sa rescousse. La DST travaille sur un dossier extrêmement sensible, le coup du siècle pour les services français. Une affaire qui va rehausser le prestige du nouveau président auprès des Américains et leur faire comprendre qu'il ne transige pas avec les espions de Moscou. Son nom, Farewell. Au printemps 1981, Vladimir Vetrov, un agent du KGB, prend contact avec la direction de la surveillance du territoire. Dans les années 60, son service l'avait envoyé en poste à Paris, le paradis sur terre pour un soviétique. Comme son épouse et leur fils, il se prend de passion pour la France. Au terme du séjour, le retour à Moscou est brutal. Vetrov ne progresse pas quand ses collègues grimpent les échelons. La déception fait place à la haine contre le KGB. Il veut le détruire, il va le trahir. Il va livrer à l'Occident le trésor de guerre du KGB, les fruits de son pillage technologique dans tous les pays capitalistes. Des milliers de documents d'une valeur inestimable arrivent sur les bureaux de la DST. C'est une affaire considérable, la plus énorme que la DST ait traitée sur le monde communiste au XXe siècle. Cette affaire doit rester ultra secrète. Le directeur du contre-espionnage lui donne aussitôt un nom de code, Farewell. Vous savez pourquoi j'ai choisi ce nom-là? Parce que Farewell, ça pouvait laisser penser à supposer qu'il y ait une fuite quelque part. Que c'était forcément une affaire anglo-saxonne, disons. Farewell, ça donnait une connotation américaine et ça orientait peut-être des recherches des soviétiques vers les Américains. Si la règle avait été suivie, c'est le SDEC, renommé en 1982 DGSE, qui aurait dû être saisi, car l'affaire se déroule à l'étranger, à Moscou. Le ministre de la Défense socialiste Charles Hernu, dont dépend la DGSE, est l'ami fidèle de François Mitterrand. Il aurait dû être mis au courant. Marcel Chalet décide de n'avertir que son ministre de tutelle, l'ancien résistant Gaston Defferre, le ministre socialiste de l'Intérieur. Lorsque j'ai parlé de l'affaire, il m'a dit « n'en parlez pas à Hernu ». Et il a ajouté « il raconte tout à sa femme ». Si vous l'informez, dans la demi-journée, tout Paris va être au courant, sa femme, etc. Voilà. Charles Hernu est tenu à l'écart.
Il faut maintenant avertir le président François Mitterrand. Ça se passe le 14 juillet, à l'issue de la Garden Party. J'ai expliqué au président ce qu'était cette affaire, comment elle était née. Son visage, malgré sa capacité de contenir ses émotions, était tout à fait significatif de l'intérêt extraordinaire qu'il attachait à mes propos. Le 19 juillet, 5 jours après avoir été mis au courant, François Mitterrand se rend au sommet du G7 à Ottawa. Le président français informe son homologue américain Ronald Reagan. La France dispose d'une source exceptionnelle à l'intérieur du système soviétique. D'après les informations qui m'ont été données par la CIA, ils ne se sont pas du tout compris. Du tout compris. Et François Mitterrand a dit farewell, ce qui veut dire portez-vous bien, et Ronald Reagan a pris ça au premier degré, j'en sais rien, en tout cas il n'a pas du tout compris. Que Reagan soit au courant ne change rien, les espions soviétiques poursuivent leurs opérations. Il est urgent que les chefs de service se rencontrent pour parler plus en détail de l'affaire. Marcel Chalet part à Washington rencontrer le vice-président George Bush, ancien patron de la CIA. Le voyage aux États-Unis était évidemment nécessaire et même urgent, puisque Farewell nous avait appris que le système de couverture radar qui commandait la protection des États-Unis contre une attaque nucléaire, par exemple, et le système de protection de la Maison-Blanche elle-même était connu des Soviétiques. Il était urgent de dire aux Américains que leur système avait été démasqué et qu'il fallait qu'ils le changent. Le patron de la DST rencontre tous les dirigeants de l'appareil de sécurité américain et leur révèle l'ampleur de la moisson moscovite. Cette révélation, ils la reçoivent avec une extrême surprise. George Bush a dit que c'était probablement une des percées les plus significatives depuis la Seconde Guerre mondiale dans le système soviétique. This is obviously the most significant breakthrough of the Iron Curtain. J'ai entendu ça avec beaucoup de plaisir, mais ça correspondait bien à l'image que je m'étais déjà faite de cette affaire et des perspectives qu'elle offrait. Bien que l'affaire se déroule depuis près de 2 ans à l'extérieur du territoire, le nouveau directeur de la DGSE, l'amiral Pierre Lacoste, n'est pas davantage mis au courant que son prédécesseur. La DST ne m'a pas mis au courant de l'affaire Farewell. Ça n'a pas effleuré notre esprit, monsieur. Hein? Ça n'a pas effleuré notre esprit. Et j'ai le souvenir d'une scène absolument fantastique où un colonel de la DGSE, qui était chargé du contre-espionnage, il me dit, vous savez, à Moscou, c'est impossible de traiter la moindre affaire. À 1,50 m dans mon coffre, et il y avait 300 ou 400 documents de l'affaire Farewell. Vous lui avez rien dit? C'est un excellent ami, mais... En fait, c'est une très grande opportunité que ce soit la DST qui ait traité le dossier Farewell, parce que si ça avait été un agent de la DGSE, les Soviétiques n'auraient pas manqué de l'intercepter. Mais c'est parce que ça a emprunté des voies tout à fait anormales, d'anormal dans la logique administrative, que l'affaire Farewell a réussi. En 1983, la DST n'a plus de nouvelles de Vetrov depuis plus de 10 mois. À Moscou, il ne vient plus au rendez-vous habituel avec son officier traitant. Peu importe. La DST a accumulé assez de preuves. L'heure de la riposte a sonné. Le préfet Yves Bonnet, son nouveau directeur, sollicite un entretien avec le président de la République pour prendre ses instructions. Et à la fin de mon exposé, François Mitterrand me demande « Et alors, que me proposez-vous » Je lui ai dit « Je vous propose l'expulsion d'une quarantaine d'officiers de renseignement de l'ambassade d'Union soviétique à Paris. » François Mitterrand me répond aussitôt « Allez-y ». Il me répond si vite que j'ai un petit trouble. Je me dis « Est-ce qu'il a bien compris? Est-ce que je me suis bien fait entendre ?» Et donc je réitère ma question, quitte à paraître un petit peu insolent, mais supposez
on se mette à expulser une quarantaine de diplomates soviétiques alors que le président n'avait pas très bien compris, ça ferait, comme on dit aujourd'hui, ça ferait désordre. Donc je renouvelle ma question et il me répète les mêmes mots, allez-y. Aval du président, et qui a quand même dit tant que ces propos m'ont été rapportés, vous avez quand même eu la main un peu lourde. Expulsion? Au Quai d'Orsay, on n'aime guère le procédé. Mais on vient de découvrir que les téléx de l'ambassade de France à Moscou sont truffés de micros et que le pillage durait depuis 5 ans. Humiliés, les diplomates acceptent les mesures de rétorsion. Le 27 mars 1983, le Quai d'Orsay informe l'ambassade du RSS que plusieurs membres de son personnel seront déclarés persona non grata et expulsés. François Cher, directeur de cabinet du ministre des Relations extérieures, reçoit la désagréable mission d'informer l'ambassade soviétique à Paris en la personne de Nikolai Afanassievski, venu protester contre cette décision. Je le reçois tard, 21h, 21h30 le soir, dans mon bureau au Quai d'Orsay. Je lui communique, c'était le scénario que j'étais convenu avec Bonnet, je lui communique le document soviétique qui faisait clairement valoir tout ce que nous savions en ce domaine. Je le lui tends, il le consulte d'un air dédaigneux. Quand le haut fonctionnaire du ministère français des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur russe à Paris, en lui disant « Monsieur l'ambassadeur, vous faites de l'espionnage, c'est inadmissible, voilà la preuve ». Et il lui a montré un rapport ultra secret fourni par Farwell. Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? L'ambassadeur était tout sauf un idiot, surtout qu'à l'époque, l'ambassadeur russe, il en savait un bout sur les services. Il a bien regardé le papier en question, et l'enquête a été lancée en Russie en disant « Qui a eu connaissance de ce papier? Qui a pu l'avoir entre les mains ?» Et progressivement, ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'y en avait que 5 ou 6. Farwell était mort. Protéger les sources, c'est le base même des services. Malheureusement, beaucoup de gens l'oublient, y compris dans la fonction publique. Ça a duré même pas peut-être 30 secondes, et il me le rend en me disant « Tout ceci n'est bien évidemment que faribole et ne correspond à rien ». Quel choc et quelle rapidité d'exécution. Un coup de balai diplomatique comme celui-là, on n'avait jamais vu ça. Je vous laisse découvrir les images que vous voyez en direct. Les expulsés et leurs familles, environ 150 personnes, montent dans les véhicules. 13h37, les véhicules démarrent, direction Roissy. C'est la première fois que la France procède à une expulsion aussi massive de diplomates soviétiques. Enfin, je mets le mot diplomate entre guillemets. 47, c'est quand même si c'était une grosse ambassade, c'était très spectaculaire. On a presque vidé l'ambassade. Malgré la ruée des journalistes, ils ne font aucune déclaration jusqu'à l'embarquement vol 1252. Mais les conséquences politiques sont déjà évidentes. C'est la crise la plus grave entre Moscou et Paris. Paris punit les Russes à la face du monde. Mais les raisons demeurent un secret d'État. Je rencontre un jour François Mitterrand qui me dit, sans rire, « Ah, vous m'en avez fait faire une bonne. Figurez-vous que l'autre jour, j'ai demandé un de mes correspondants habituels à l'ambassade soviétique, M. Tcheverikov, et on m'a répondu, mais comment, Monsieur le Président, vous l'avez expulsé ?» Et Mitterrand me dit, vous vous rendez compte, vous m'avez fait expulser un de mes meilleurs amis, si ce n'est mon meilleur contact, au sein de l'ambassade de l'Union soviétique. Or, Tcheverikov était le résident du KGB, et ça, manifestement, le président de la République l'ignorait. Quelques jours plus tard, des émissaires français partent expliquer cette décision chez tous les alliés, également informés des pénétrations qui les ont frappés. La source Farwell a travaillé à l'ancienne. Les noms des agents ont été écrits noir sur blanc de sa propre main. Cette liste fait des ravages. En Algérie, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Italie, au Danemark, au Canada, au Japon, à chaque fois, les informations de Vetrov transmises par la DST provoquent la stupeur.
215 officiers de renseignement soviétiques sont identifiés dans une quinzaine de pays et parfois expulsés. On a complètement détruit leur système de collecte du renseignement scientifique et technique dans le monde occidental. La DST s'est retrouvée dans ces années-là comme, très franchement, un des très grands services de sécurité de l'Occident. Et nous avons pu traiter vraiment d'égal à égal avec les meilleurs services occidentaux. Je me souviens de la réflexion d'un officier de la CIA qui nous a dit vous êtes meilleur avec vos gommes et vos crayons, vous êtes meilleurs que nous avec des ordinateurs dernière génération. Félicitant le président français, Ronald Reagan lui lance « C'est l'une des plus grandes affaires d'espionnage du XXe siècle ». Grâce à cette affaire exceptionnelle, la DST a permis à François Mitterrand de régler un très sérieux problème diplomatique. Effaçant l'effet de la présence des ministres communistes dans le gouvernement, il a démontré aux Américains que la France demeure d'abord une alliée fidèle. Naguère objet de suspicion, la DST est devenue pour François Mitterrand un sujet de satisfaction. Pour Vladimir Vetrov, la source Farewell, la fin de partie est tragique. La pièce à conviction présentée aux Russes a rapidement permis de l'identifier. Il est exécuté. Mais à cette époque, son existence demeure un secret d'État. Le grand public et la presse ignorent pourquoi tant de diplomates russes ont été expulsés. L'affaire doit rester confidentielle. Deux ans plus tard, en 1985, Yves Bonnet constate que les espions russes ont repris du service. Il veut leur donner une leçon. En contradiction avec les ordres reçus, il prend l'initiative inédite d'ouvrir sa porte au journal Le Monde et à TF1 pour leur présenter des preuves. Là, depuis le printemps 83, un document ultra confidentiel sommeille dans une armoire forte. C'est la pièce maîtresse du dossier d'expulsion. Les 4 premières pages passent en revue la documentation et les échantillons technologiques pillés par les agents soviétiques. Yves Bonnet donne le même document que celui que Afanasievski avait lu et il avait blémi dans le bureau de François Cher, c'est-à-dire le document le plus secret de l'affaire, est publié dans Le Monde. Bonnet a même organisé une visite, pratiquement, de service de la DST pour... Alors, lui, il disait que c'était pour l'intérêt de la maison, pour l'image de la DST, donc du ministère de l'Intérieur, et donc de vous, monsieur le ministre. Moi, je pense que c'était une énorme connerie de sa part. Le directeur de la DST a pris une initiative contestable. Elle risque d'œuvrer contre la diplomatie française. François Mitterrand place en effet de grands espoirs dans les capacités réformatrices du nouveau maître de Moscou, Mikhail Gorbatchev. L'initiative d'Yves Bonnet risque de jeter à terre la relation franco-soviétique. Lorsque François Mitterrand lit Le Monde, avec l'article de Plenel, c'est un déchaînement de fureur. Ah bah ça l'a stupéfait. Il était sidéré. Il a commencé à m'engueuler. Je dis, ben oui, d'accord, engueulez-moi. Mais enfin, c'est pas moi qui ai nommé Bonnet. Et après ça, quand il continue à m'engueuler, je lui dis, mais attendez, moi, je suis dans ce cas-là, pour Bonnet, on le vire demain matin. On le remplace au Conseil des ministres suivant. Ah non, parce que, vous comprenez, c'est quand même quelqu'un que, etc. Alors tout le monde s'émeut. Le secrétaire général de l'Élysée, Bianco, m'appelle. Extrêmement agressif, hein, pour ne pas dire, et menaçant, pour ne pas dire davantage. Et évidemment, à ce moment-là, mon trône, si trône il y a, fait beaucoup plus que vaciller. François Mitterrand ne pardonne pas. En cherchant à faire valoir ses efforts et ses succès, la DST convainc surtout le président qu'elle complote contre lui, afin de gêner le rapprochement franco-soviétique. Décidément, le malentendu entre service et pouvoir est profond. Yves Bonnet est remercié. L'événement de 85 a complètement détruit ce qui avait été construit avant. C'est-à-dire qu'on avait rétabli en quelque sorte le courant entre le pouvoir politique et la DST. Tout d'un coup, tout s'écroulait. Le préfet Rémy Pautrat succède à Yves Bonnet à la tête de la DST. Selon l'usage, le président le reçoit. La première chose qu'il me dit, c'est
votre maison ne m'aime pas, et depuis longtemps. Il m'a dit, vous savez, dans l'affaire Farwell, cette affaire, j'ai une certitude. Cette affaire est une manipulation totale des services américains dont la DST était l'objet. Et j'aimerais, m'ajoute-t-il, que vous me fassiez un rapport sur ce sujet. Votre prédécesseur m'en a fait un, mais qui ne me satisfait pas. Là aussi, les bras m'en sont tombés. Je ne vois pas comment, après avoir expulsé les 47, Mitterrand se serait laissé influencer à ce point. Alors, le personnage est compliqué, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais ça m'a paru assez extravagant. Alors j'ai remis mon rapport quand même pour terminer cette histoire, mais comme c'était effectivement dans la même conclusion que celle à laquelle était parvenu Yves Bonnet, c'est-à-dire une grande affaire quand même du siècle en matière de contre-espionnage et de renseignement aussi, donc... Eh bien, le cabinet du président de la République m'a fait comprendre que ce n'était pas tout à fait ce qu'il souhaitait et m'a demandé un deuxième rapport. J'ai donc fait un deuxième rapport sur l'affaire Farwell et qui a conclu dans les mêmes conditions que le premier, bien sûr. C'est à partir de ce moment-là qu'on a dû penser que j'étais vraiment peu fait pour ce type de métier. L'affaire Farwell, c'est la gloire de la DST. Sa gestion illustre cependant la relation toujours difficile entre les politiques et les services. Grâce à la DST, François Mitterrand a joué du gros bâton contre les espions de Moscou. Et finement, un homme d'État aguerri, et malgré les maladresses de son service, il est parvenu à ne pas rompre les relations de la France avec la Russie. Mais Mitterrand joue sur deux tableaux. Derrière la façade diplomatique, il a conscience de la guerre de l'ombre qui s'opère contre l'URSS. Le président français a bien senti que le géant soviétique est affaibli. Il ne veut négliger aucune occasion de le pousser dans ses retranchements, y compris en le confrontant les armes à la main. Clandestinement, il envoie la DGSE au combat, cette fois en Afghanistan. En décembre 1979, Moscou y a envoyé son armée. Une guerre est née. Les Américains ont engagé des opérations clandestines. Les Français ne sont pas loin. Du côté de Kaboul, les dessous de la guerre froide sont bel et bien brûlants. Les Afghans ont commencé à organiser leur résistance. Ils savaient se servir de fusils, c'est à peu près tout. Mais ils n'avaient pas de connaissances sur la manière de se battre en situation de guérilla. Donc nous avons formé des personnels, d'abord en France, et ensuite nous les avons amenés sur le terrain pour mener des opérations. On a organisé en parallèle, bien entendu, au départ de Djibouti, des livraisons de matériel d'infanterie, de matériel semi-sophistiqué, comme les engins tactiques anti-chars. On travaillait avec Massoud. Nous avions réussi à mettre en place des méthodes qui ont permis à la guérilla de s'implanter. Le principe des Russes étant d'essayer de faire partir la population. Et nous, notre principe était de permettre à cette population de rester sur place pour qu'une guérilla puisse y vivre. Nous avons bien réussi à le faire. Ça a été beaucoup plus discret que les Américains. Nous sommes toujours plus discrets que les Américains. Pendant que les agents du service Action font le coup de feu en Afghanistan, d'autres fronts s'ouvrent. Pour les armées françaises, les années Mitterrand sont particulièrement actives. À Beyrouth, elles tentent de s'interposer entre les musulmans et les chrétiens. Dans l'Orient compliqué, elles vont subir un coup terrible. Le 23 octobre 1983, à Beyrouth, les armées françaises et américaines sont la cible d'un double attentat dévastateur. Le casernement des Marines est touché, de même que l'immeuble Drakkar qui abrite les forces françaises. 241 Marines américains sont tués, ainsi que 58 parachutistes français. Un massacre. Quelques heures après le drame, malgré des risques réels, François Mitterrand est présent sur les lieux de l'attentat. Il décide de riposter.
la DGSE reçoit des directives. La nouvelle théorie consiste à frapper vite et fort ceux que l'on soupçonne de vouloir porter atteinte aux intérêts français. Politiquement erronée et techniquement impraticable, cette attitude conduira le service action à perdre ses repères. Le président de la République a souhaité qu'on marque le coup vis-à-vis des initiateurs de cette affaire. Nous étions persuadés à la DGSE, et moi j'ai partagé cette conviction, que les véritables responsables étaient les Iraniens, que c'était à l'ambassade d'Iran de Beyrouth que les choses se passaient. En représailles, 10 jours plus tard, le service action conduit l'opération Satan. Objectif, ambassade d'Iran à Beyrouth. Méthode, des agents placent une Jeep bourrée d'explosifs devant le bâtiment. Résultat, aucun. La Jeep n'explose pas. Quand on voit que ça ne se déroule pas comme on veut, donc on passe sur, j'allais dire, le plan B, pour utiliser une formule habituelle. Donc on envoie un projectile de bazooka qui fait but et l'explosif n'explose pas. Alors que quelquefois des explosifs se mettent à exploser dans des conditions qui ne sont pas prévues. Et bon, voilà, ça fait partie des impondérables qui peuvent arriver dans la vie. C'était catastrophique, quoi. Hein. Je veux dire, on n'avait pas réussi à faire exploser la Jeep, elle n'avait pas explosé. Après, ils avaient essayé de tirer dessus au bazooka, ça n'a pas explosé non plus. Et puis, enfin, il y avait carrément l'adresse du concessionnaire qui avait vendu la Jeep. François Mitterrand a dû, comme à son habitude, hausser les sourcils en disant « bande d'imbéciles ». Il est furieux, mais je pense qu'il a dû considérer que décidément, c'était pas très doué. La presse n'aura pas connaissance de l'affaire. L'amiral Lacoste est épargné. Après le revers de l'opération Satan à Beyrouth, le chef du service action est remplacé. Le camouflet est un choc. Cet échec doit être lavé. Pour regagner la confiance du politique, le nouveau chef du service action a besoin d'un coup d'éclat. L'attentat contre un bateau de l'organisation écologiste Greenpeace. Cela s'est passé en Nouvelle-Zélande. Une bombe a fait sauter le chalutier de Greenpeace. Il y a un mort parmi l'équipage. Le bateau devait participer à un mouvement de protestation contre les essais nucléaires français dans le Pacifique Sud. La campagne de protestation a aussitôt été annulée. Dans la paisible Nouvelle-Zélande, cet événement est considérable. Les dépêches arrivent dans toutes les rédactions du monde. J'ai vu cette dépêche et je me suis dit, ok, ça c'est la maison. Quand on a vu ce message et qu'on l'a lu ensemble, on a dit ça, c'est la DGSE. Hein. Voilà. C'était, comme on dit en langage policier, c'était gros comme une maison. Hein. Déboule dans mon bureau, sans crier gare, le directeur central de la police judiciaire. Ouh là là, monsieur le ministre, regardez ça. Ça, c'est encore une connerie des services spéciaux. Si la suspicion est immédiate, c'est que la France est agacée par Greenpeace qui cherche depuis des années à gêner les essais nucléaires français qui se déroulent sur l'atoll de Mururoa. Pour réaliser cette opération, la DGSE a déployé une trentaine de personnes sur le terrain. Un agent a infiltré l'organisation écologiste. À bord d'un voilier, une équipe de marins a apporté les explosifs sur l'île. Des nageurs de combat ont été chargés de poser les bombes sous la coque du bateau. 2 officiers français de la DGSE, les faux époux Turange, en réalité le capitaine Dominique Prieur et le commandant Alain Maffard, ont fait la liaison entre ces équipes. Malgré ces moyens colossaux, c'est un fiasco. La DGSE a tué un homme et les faux époux Turange sont arrêtés et interrogés par la police néo-zélandaise. Chaque fois, on était parvenu à les neutraliser, sans mort d'homme et sans scandale. C'était du niveau du sucre dans le réservoir d'essence. C'était pas spectaculaire, mais les gens de Greenpeace recevaient le message 5 sur 5. Une opération de ce type a été étudiée par les plongeurs, et elle avait leur préférence. Mais elle a été refusée. Le nouveau chef du service action veut mettre en avant le savoir-faire de son unité, donc sa propre valeur. Il leur ordonne de préparer une action spectaculaire et violente qui vise à couler le navire dans le port d'Auckland à l'aide d'explosifs. Mais une telle mission doit être validée par le pouvoir politique. Il faut dégager des fonds spéciaux.
Qui a pu accepter d'utiliser de si gros moyens contre des écologistes? Charles Hernu, le ministre de la Défense qui contrôle la DGSE. Laurent Fabius, le Premier ministre qui accorde les fonds spéciaux. Ou le président François Mitterrand, chef des armées. L'amiral Lacoste soutient qu'il en a parlé au président de la République et qu'il a donné son feu vert. Mais il a donné son feu vert à quoi? Il a donné son feu vert à prendre toutes les mesures pour que la campagne de Greenpeace ne gêne pas les essais nucléaires à Muroa. Si c'est ça la question, la réponse est probablement oui. Bon. Couler dans le port d'Auckland un bateau de Greenpeace, ça probablement non. Il n'y a pas de place pour le doute. François Mitterrand a approuvé une opération contre Greenpeace afin d'empêcher que les écologistes gênent les essais nucléaires. Mais qui a défini les modalités et organisé une opération aussi détonnante? Le ministre de la Défense, Charles Hernu, traverse à ce moment-là de graves problèmes, mêlant alcoolisme et sentiment d'invulnérabilité. C'est lui qui donne le feu vert à cette opération aberrante, envoyée par le fond un vieux chalutier qui voulait gêner des essais nucléaires. Le 16 juillet, 6 jours après l'explosion, Charles Hernu et Pierre Joxe sont convoqués chez le Premier ministre Laurent Fabius. La discussion est brève. Fabius, j'espère que nous n'avons pas fait cette connerie. Je vous préviens, je ne couvrirai pas. Hernu dément toute participation. Il a menti au Premier ministre. Hein? Il a menti au Premier ministre. Moi, j'ai entendu. Donc, j'ai entendu mentir. Donc, je suis là quand il ment. Bon. Il dit quoi? Hein? Il dit au Premier ministre que ce sont les Anglais. Hernu ne ment pas seulement au Premier ministre. Il tient le même discours devant le président. J'ai eu vraiment la scène la plus pénible de ma vie quand j'ai vu Charles Hernu dire que c'était probablement, on avait l'assurance que c'était un coup des Anglais monté contre nous, et qui suait à grosses gouttes dans le bureau du président de la République. Transpirer. Dans cette affaire-là, mon ministre, qui était Charles Hernu, était parfaitement au courant, puisque c'est lui qui m'avait demandé de le faire. Il y avait une solution, c'était la solution classique dans les rapports entre services secrets. On peut contacter le service secret adverse et on peut dire on a un pépin, on a fait une connerie, combien, qu'est-ce qu'on fait? Je vois Alexandre de Maranche au Travelers à cette époque-là. Il m'a dit, mais Michel, on n'est ni en Bulgarie, ni en Roumanie, ni en Tchécoslovaquie, ni en Pologne. On est dans notre club du monde libre, entre guillemets. Tout de suite, il fallait téléphoner, arranger le coup, reconnaître et puis trouver une formule. Charles Hernu a refusé cette solution possible. En Nouvelle-Zélande, Alain Maffard et Dominique Prieur sont interrogés. Le capitaine Prieur téléphone au numéro d'urgence que la DGSE leur a donné pour le cas où un problème surviendrait. L'officier responsable, qui aurait dû lui répondre, n'est pas présent. Les Néo-Zélandais demandent l'assistance de la police française pour identifier le numéro. Charles Hernu implore le ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, de tout faire pour bloquer les investigations. On ne va tout de même pas livrer le nom d'agents qui ont servi à l'Est et en Afrique. Pierre Joxe tente de gagner du temps. On a eu un jour un appel téléphonique. Les Néo-Zélandais nous disent « Ah, elle a appelé tel numéro. C'est quoi ce numéro ?» Je dis à Lacoste, c'est quoi ce numéro? C'était un des numéros de grand secours de la DGSE. Il dit non, c'est pas possible. On a renuméroté, on a trouvé un appartement qu'on a déclaré vide. On a fait un bidonnage terrible pour égarer les Néo-Zélandais, pour les égarer pendant 8 jours. Vous avez modifié l'attribution du numéro, c'est ça? On a attribué fictivement, rétroactivement, le numéro à un appartement qui en effet était vide pour des raisons techniques. On a dit que le locataire, on a tout fabriqué. Bon, ça a tenu 10 jours, ça servait à rien. Les Néo-Zélandais, qui ne sont pas les plus fins limiers du monde, demandent l'identification du numéro à la police française, c'est-à-dire en l'occurrence à la police judiciaire, qui ne sait pas pourquoi on le lui demande, et qui révèle le poteau rose. C'est un numéro de la DGSE. Je suis stupéfaite parce que tout se passe comme si les policiers ne savaient pas qu'ils ont affaire à des gens de leur pays
pratiquement des collègues, si je puis dire, dans un domaine. Et donc ils n'ont pas d'ordre, ils ne reçoivent pas d'ordre apparemment qui ferait en sorte qu'ils ne donnent pas toutes ces informations. De voir des fonctionnaires français sur le territoire national de la France poursuivre avec une police étrangère des fonctionnaires ou des officiers français, je le dis gentiment là, mais je vais dire maintenant que, à mon avis, ça ne s'était pas vu depuis la collaboration et l'occupation nazie. La presse enquête et révèle que les époux Thurange sont 2 officiers des services spéciaux. Mais la police néo-zélandaise se fourvoie en les accusant d'homicide. Le chaînon manquant, c'est l'équipe de 3 nageurs de combat que personne n'a vu et dont l'existence n'est même pas soupçonnée. Au sommet de l'État, personne n'est dupe. Le gouvernement se prend à espérer que le feuilleton de l'été en est à son dernier épisode. Pendant de nombreuses semaines, le président de la République lui-même était persuadé que ce que j'ai appelé, que l'on a rappelé tout à l'heure, la stratégie du mensonge, était pratiquement arrivé au succès. Mais le 17 septembre, l'affaire bascule. Le Monde révèle l'existence d'une 3e équipe, celle qui a posé les bombes. Ces nageurs de combat ont quitté la Nouvelle-Zélande sans se faire prendre. Le mensonge d'État est avéré. La DGSE est l'organisatrice de toute l'opération. Mais Ernu persiste. Aucun service, aucune organisation dépendant de mon ministère n'a reçu l'ordre de commettre un attentat contre le Rainbow Warrior. Le lendemain, le 19 septembre, François Mitterrand est dos au mur. Il écrit à Laurent Fabius exigeant que des têtes tombent. Le Premier ministre réagit aussitôt et ordonne à l'amiral Lacoste de lui confirmer par écrit les noms des agents impliqués. Je ne signe pas ça. Jamais un chef de service secret ne doit de lui-même dévoiler le nom de ses agents. Voilà, c'est un principe, c'est une ligne de fracture. C'est la négation même de la fonction. Charles Ernu, ministre de la Défense, a démissionné ce matin. L'amiral Lacoste, directeur des services secrets, est limogé. Bonsoir. Raison d'État. Le président de la République, François Mitterrand, a accepté la démission du ministre de la Défense, Charles Ernu, que celui-ci avait présenté au Premier ministre ce matin. Est-ce que le président de la République vous a renouvelé sa confiance? Il a rendu public un texte tout à l'heure. Vous a-t-il réconforté? Mais je ne suis pas mauvais moral. Il n'est pas lâché. Il subit la sanction politique d'une grave erreur politique qu'il a commise. C'est pas être lâché, on n'est pas sur un terrain moral. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Charles Ernu, c'était un brave type, mais faisant un peu, prenant trop de risques et faisant un peu n'importe quoi. Pour Charles Ernu, c'est la mort politique. Laurent Fabius contacte Paul Quilles. Et le Premier ministre me dit, voilà, le président de la République souhaite que tu remplaces Charles Ernu comme ministre de la Défense. Bah, je n'avais pas question. Je pensais que c'était une affaire pourrie, quoi. Et c'est pour ça que quand on m'a proposé le ministre de la Défense, je dis c'est gentil, mais on me demande à moi de venir dénouer une affaire pourrie, c'est quand même pas très agréable, quoi. Et puis, le directeur de cabinet me dit la phrase qui tue, tu ne peux pas refuser et faire ça au président de la République. Charles Ernu m'a dit que je trouverais les dossiers en bon ordre. Mais ce qui était intéressant, c'est parce qu'il y avait dans les dossiers ce qui n'était pas. Et qu'il fallait retrouver, qu'on a retrouvé en 48 heures. Mais vraiment un travail de juge d'instruction. C'est-à-dire qu'on a interrogé les uns, les autres, on les a, dans une pièce, dans une autre, on les a fait se contredire, et puis on est arrivé au bout de l'élucidation. Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Ils ont agi sur ordre. Mesdames et messieurs, la vérité sur cette affaire est cruelle. Mais il importe, comme je m'y suis engagé, qu'elle soit clairement et totalement établie. La situation se pose toujours de la même façon. Donc, est-ce que le pouvoir politique assume ou est-ce qu'il n'assume pas?
Le fiasco, c'est d'avoir dévoilé, dans cette affaire, que c'est au nom et pour le compte de la République française que l'opération avait été menée. C'est ça le fiasco. Le fiasco, c'est d'avoir soulevé les jupes de Marianne et montré son derrière à tout le monde. Politique, et je le dis de façon très, très précise, étant incapable de gérer sa propre pulsion et contradiction avec son service. Et entrant dans une espèce de vrille infantile du parapluie pour se protéger. C'est ne rien comprendre que d'accuser les services de renseignement de faire dans l'illégalité. Bien sûr qu'ils font dans l'illégalité. Ils font même que ça. Parce que pour les actions légales, l'État a suffisamment de fonctionnaires, de diplomates, de militaires, de juges, de policiers. Si tous les États du monde entretiennent des services spéciaux, je dis bien spéciaux, pas secrets, parce que c'est pas des services secrets, tout le monde sait où est la DGSE, la CIA ou l'MI6, c'est pour pouvoir faire des opérations spéciales, pour pouvoir s'affranchir de la légalité des engagements internationaux. Quand on est officier de renseignement, qu'on est prêt à donner sa vie pour la défense du pays, parce qu'on va quand même jusqu'à ce niveau-là, et nos familles le savent, on attend du politique quand même un petit peu plus de tenue. Devant la justice néo-zélandaise, Dominique Prieur et Alain Maffard plaident coupables. Ils sont condamnés sans procès à 10 ans de prison. Même si la France obtiendra leur libération en juillet 1986, leurs noms sont publiés, leurs visages sont exposés, leur carrière est terminée. Officier de tradition, l'amiral Lacoste a sombré sans dire un mot. Il assume sa part de responsabilité et ne s'en plaindra jamais. Je mourrai en pensant à cette affaire. C'est effectivement un aveu d'échec. Bon, je suis relativement serein parce que quand j'ai accepté ce poste, j'ai accepté cette éventualité. Je savais que ça pouvait arriver. La DGSE doit rentrer dans le rang. Le 25 septembre 1985, le gouvernement choisit de nommer à sa tête le chef d'état-major de l'armée de terre, le général René Imbaud, ancien légionnaire, un homme à poigne. J'ai, à ma profonde stupéfaction, découvert une véritable opération maligne de déstabilisation de nos services secrets. Je dirais même de destruction de nos services secrets. Bien entendu, j'ai aussi trouvé des gens qu'il fallait sanctionner. J'ai coupé les branches pourries. Il faut couper les mauvaises branches, on va liquider tout ça, etc. Dans la maison, ces messages ne passent pas. Chacun fait modestement sa part de travail, l'a fait honnêtement, l'a fait loyalement, et on se fait traiter de branche pourrie. Et je serai le rempart de ce service. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir de maintenant, toute information que l'on prétendrait retenir ou recueillir de ce service est mensonge. Parce que j'ai verrouillé ce service. Ça a été avec le recul assez drôle, puisque un de mes amis, qui avait un poste important dans l'appareil d'État, m'a dit qu'il était rentré chez lui et qu'il a branché la télévision, le journal télévisé. Il a vu un général à la télévision cadré annonçant qu'il avait... Il s'est dit, ça y est, c'est le putsch. L'affaire Greenpeace est une catastrophe pour la DGSE. Sa réputation internationale est anéantie. Les nageurs de combat quittent leur base d'Aspletto en Corse pour celle de Kellern en Bretagne. Ils le vivent comme une punition. Rien ne va plus entre le pouvoir politique et les services spéciaux. Le malentendu est plus profond que jamais depuis leur création, 40 ans plus tôt. Pour François Mitterrand, la confiance est définitivement rompue. Il assure à Jacques Attali: ce qui m'attriste, ce n'est pas l'ordre donné, mais c'est la tragique incompétence dont a témoigné son exécution. Mais il est vrai qu'avec la bêtise, on ne peut jamais savoir où l'on va. La gestion de l'affaire Greenpeace par les socialistes pèsera lourd 6 mois plus tard, lors des élections législatives que remporte la droite, derrière Jacques Chirac. Au bout de 2 ans de cohabitation, François Mitterrand se présente à sa propre succession.
Face à lui, son Premier ministre Jacques Chirac décide de ne pas faire de l'affaire Greenpeace un sujet de campagne. Je dis à Jacques Chirac, tu sais, ne te fais pas d'illusions, Mitterrand est un tueur. Hein. Donc si tu vas dans ce débat, il faut que tu ailles avec l'idée de le tuer. Il est bien évident que dans la Rainbow Warrior, dans l'affaire du Rainbow Warrior, François Mitterrand n'a pas dit la vérité, et que d'autre part, il a laissé, il a lâché en race campagne les agents des services de renseignement français, qui avaient été mandatés pour faire, qui avaient été désignés pour faire cette opération. Alors, il faut le dire, et dans ce cas-là, il est mort. Ah, il a été un peu tenté. Il me dit, ah oui, et puis Édouard Balladur a dit, oh Jacques, ce serait pas très convenable. Alors j'ai dit, alors on n'y va pas. Alors il a dit, mais je me laisserai pas faire. D'ailleurs, quand j'arriverai là-bas, je dirai pas Monsieur le Président, je dirai Monsieur Mitterrand. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. J'ai dit, les jeux sont faits. En 1988, François Mitterrand est réélu président de la République. Michel Rocard est nommé Premier ministre. Il éprouve un grand intérêt pour les affaires de renseignement. Je m'aperçois vite que tout ça est assez déplorable, que les services nous envoient de l'information brute, qu'un Premier ministre en fonction qui a autre chose dans la tête et autre chose à faire, a du mal à classer, à analyser, à placer dans un contexte, à pondérer, si j'ose dire. Et quand par hasard il y a des choses lourdes, on a des notes de plusieurs services qui diffèrent entre elles, et donc je commence à me désespérer de cette production. Et je voyais le président de la République 2 fois par semaine. Comme nous apprécions peu notre compagnie mutuelle, on allait vite. Et voilà qu'un jour, nous sommes mercredi, il y a Conseil des ministres à 10h, je suis arrivé à 9h comme d'habitude, on a fini le travail à 9h30. À ce moment-là, je dis au président de la République, Monsieur le Président, puisqu'on a un peu de temps libre, je vais prendre le risque de sortir de mes plates-bandes, de pénétrer directement dans les vôtres. Alors ça l'amuse, et du coup, il cesse de signer le parapheur qu'il était en train de signer, il me regarde, il pose son stylo, et il me dit, qu'est-ce qui vous arrive ? Et je lâche, Monsieur le Président de la République, je voudrais procéder à une réforme des services spéciaux. À ce seul mot, il me coupe, et me dit tout de suite cette phrase inouïe, « Ah, mon grand échec !» Alors il réfléchit, un peu furieux de me voir comme ça doit durer une dizaine de minutes, cette conversation. Puis à la fin, dans un grand sourire, il n'a pas repris son stylo, il n'a pas repris son parapheur, il me regarde et puis il me dit « Si ça vous amuse ». Jamais sans doute la réforme d'une si grande fonction de l'État n'a été confiée à un chef de gouvernement pour un tel motif. Si ça vous amuse. Fait rarissime, Michel Rocard se rend au siège des services secrets français, boulevard Mortier. J'y étais allé pour les saluer, pour le pot d'apéritif et bon courage les gars, quoi. Mais les circonstances ont été telles qu'il a fallu que j'improvise une espèce de perspective des intérêts de la France, en soulignant les besoins d'information, de renseignement un peu partout. Il avait cette vision qu'un pays qui n'avait pas une grande politique de renseignement est un pays, et de coordination du renseignement, était un pays qui, dans un petit nombre d'années, ne pourrait plus tenir sa place au rang des grandes puissances. On avait un esprit en face de nous très pétillant. Ça, les hommes du renseignement aiment beaucoup parce que c'est très stimulant. Et il devait y avoir 3% de cette honorable assemblée qui avait voté à gauche un jour dans sa vie. Et voilà qui venait de la gauche, un Premier ministre qui les saluait et qui reconnaissait l'importance de leur métier. Et ça, moi j'en ai gardé un fort souvenir. Les gens du renseignement sont aussi des gens sensibles. Et de voir un Premier ministre avoir des idées aussi claires et comprendre ce monde laissait poindre beaucoup d'espoir. Il a aimé la DGSE parce qu'elle lui faisait participer aussi à la politique étrangère de la France. Et quelquefois sous des aspects les plus malins, si je puis dire. La situation des services évolue rapidement. La proportion de personnel civil augmente en même temps que les budgets. Le renseignement technique est renforcé.
Pour un temps, le renseignement devient une priorité de l'État. Les réformes de Michel Rocard font rapidement sentir leurs effets. Et je me revois arrivant un matin à 8h30, comme d'habitude, à mon bureau, trouvant la production des services de la nuit, écoute téléphonique, puis une note. Premier document coopératif de tous nos services ayant travaillé ensemble. Donc, premier résultat de la réforme qu'on venait de faire. Et à l'évidence, de grande qualité, convaincant, parfait. L'ennui d'une telle réforme pour un homme politique, c'est que personne n'en sait rien. Il y a eu juste quelques publications au journal officiel, et puis c'est tout. Et le bénéfice électoral est absolument nul. Mais la France marche un peu mieux. Farewell, Greenpeace. Pour les services de renseignement français, le premier septennat de François Mitterrand a vu le plus brillant succès du siècle voisiner avec l'échec le plus retentissant. Entre les services et le pouvoir, le malentendu aura été constant. Et le septennat se termine comme il a commencé, dans une relation douloureuse, marquée par des éclats permanents. Quelques mois plus tard, un événement historique fait passer ces dissensions au second plan. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin s'effondre 28 ans après sa construction. Ce bouleversement est synonyme de la fin de la guerre froide. Les services secrets auraient-ils pu le prédire? Depuis 1945, ils luttaient contre le communisme. Sans adversaire, ils sont désemparés. Quelles seront désormais leurs nouvelles raisons d'exister? Dans combien de cas ce service a-t-il mis l'exécutif en difficulté? 2 fois? 3 fois peut-être? En 60 ans? Si vraiment on faisait n'importe quoi, ça se saurait tous les jours. Et jusqu'à présent, hormis quelques cas qui ont défrayé un peu la chronique sur le plan médiatique, vous entendez parler de rien. Sachant que ce sont des services qui ont amené des opérations de la plus extrême délicatesse, de la plus extrême dangerosité, et où le risque est permanent. Mais on ne fait pas n'importe quoi dans cette maison.